Compartir el día de hoy este webinar. Comentar también que lo vamos a grabar para aquellas personas que no puedan estar hoy. Así que, bueno, avisar a todas y todos de que vamos a hacer esta grabación para poder compartirlo en otros momentos. Y reiteros eso, ¿no? Nuestro agradecimiento de parte de Alianza por participar en este webinar, tanto a las personas que nos están escuchando como a las magníficas ponentes que tenemos el día de hoy. Este webinar tiene por título El derecho a la tierra de las mujeres en 3 continentes. La verdad que este título es bastante ambicioso, pero bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy, la verdad es que se lo merece, ¿no? Vamos a intentar conversar sobre la brecha de género que encontramos en el acceso y el uso de la tierra y la importancia para las mujeres de la tenencia. Sobre todo, además, queremos conversar acerca de las propuestas, ¿no? Y de las experiencias de éxito que tenemos desde los territorios. Creemos súper importante focalizar realmente en aquello que se está haciendo, ¿no? Y qué es lo que podemos compartir y cuáles son aquellos aprendizajes, ¿no? Más que centrarnos solamente en las dificultades que todas y todos estamos acostumbradas a atravesar. Bueno, como os decía, me llamo Cintia Martínez, ¿vale? En el día de hoy voy a moderar este webinar. Se va a estructurar en 2 partes. Vamos a lanzar 2 preguntas y después de las preguntas vamos a abrir un turno de intervención para las personas que nos están escuchando puedan hacer sus consultas. Si queréis esperar este momento, perfecto. De todas maneras, está el chat. Si alguna persona quiere preguntar algo en el momento que están las ponentes pues, haciendo su intervención, puede preguntarlo y después pues, me encargaré de sintetizarlas y de hacerles las preguntas pues, en el momento más conveniente, más conveniente. En ese momento que os digo que vamos a hacer un parón entre las 2 preguntas para no partir un poco la intervención de las personas que nos van a acompañar. Creo que en el tema logístico no se me queda nada más. Solamente pues comentaros que la profunda crisis sistémica, ¿no? En la que estamos todas y todos, esa crisis multidimensional, la crisis realmente que nos está afectando, entre ellas es la crisis climática y la crisis de los recursos naturales, ¿no? Como es la degradación de la tierra, la escasez del agua, que realmente está siendo un enorme desafío. Es un enorme desafío porque está haciendo peligrar la producción de alimentos, pero también está haciendo peligrar pues, la vida de las personas, ¿no? Tanto de las personas que se dedican a esto, tanto de las personas agricultoras, pero de toda la población. Para nosotras, desde Alianza, las mujeres son poderosas agentes de cambio, son agentes de transformación y son las mujeres, en este caso, agricultoras, productoras, campesinas, cada una con la terminología que se sienta pues, más identificada, las que están cuidando de la vida de la tierra y están garantizando pues, la seguridad alimentaria de las familias. Sin embargo, pues debido a múltiples, ¿no? discriminaciones que sufrimos, en este contexto no estamos exentas, ¿cierto? Pues se complejiza realmente que podamos hacer contribuciones, ¿no? Para realmente de hacer propuestas para ser un poco más resilientes, resistentes realmente a toda esta crisis de la que estoy hablando. Voy a callarme y voy a introducir realmente a las 3 mujeres que hoy nos acompañan, que van a hablar de sus experiencias propias y desde sus territorios. Por una parte tenemos a Ifanis Sambil. Es una mujer haitiana, activista, defensora ambiental y que ha estado acompañando los procesos de titularidad de la tierra para mujeres en el sureste de Haití. También nos acompaña Lala Cheikou, que es una mujer mauritana, presidenta del Comité de Solidarité avec les victimes de violación de droits humains, y también es responsable de incidencia en la Red Rosa, que es una red mauritana de seguridad alimentaria.
Y por otra parte, también nos acompaña Isabel Navarro Berlanga. Es una mujer valenciana, productora, integrante de la Ejecutiva Comarcal de la Unión Llauradora y Ramadora. Que si lo he dicho algo mal, por favor, Sí, podéis corregirme. perdona, no es comarcal, es a nivel de toda la Comunidad Valenciana. Perfecto. Entonces, ahí queda el comentario hecho. Muchas gracias, Isabel. La Unión es una organización agraria valenciana y es a nivel de toda la Comunidad Valenciana. Y yo soy miembro de la ejecutiva. Y mi profesión, como te he dicho antes, es agricultora. Una profesión que creo que viene muy acorde con lo que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias, Isabel, por acompañarnos realmente. Y bueno, mis preguntas van un poco en torno a este tema, ¿no? En primer lugar, yo que os quería preguntar por qué es importante para vosotras garantizar el derecho a la tierra para las mujeres rurales, ¿no? Para las mujeres campesinas, para las productoras. ¿Qué impacto creéis que realmente tiene? ¿Qué impacto veis que tiene la titularidad de la tierra para las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras? ¿Cómo es vuestra experiencia? Antes me había dicho Lala que le gustaría empezar, así que le voy a conceder a ella el primer turno y después cualquiera de vosotras dos, no sé si Isabel o Ifanis quiere continuar. Y en el siguiente turno de palabra pues cambiamos el turno de intervención, si os parece. Adelante, Lala. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, merci beaucoup pour Alianza d'avoir permis cette rencontre-là d'échange. Et bonsoir à mes sœurs ici du panel, Isabelle, Ifanis. Chez nous, on dit que pour saluer les gens, il faut les saluer avec les noms. Et je vous dis bonsoir de la Mauritanie. Bonsoir de la Mauritanie. Donc, sans plus tarder, je vais répondre ou essayer de répondre à la première question posée par Cynthia, donc qui consiste à échanger sur le pourquoi de l'importance de la question de droit foncier pour les femmes rurales. Donc, moi, je suis une militante des droits humains, comme elle l'a dit, et je travaille un peu sur les droits, tous les droits, et surtout les droits en rapport avec les droits des femmes. Donc, je pense que pour introduire ce sujet, il est important de dire que la problématique du foncier est un enjeu mondial. Tout le monde le sait, comme elle l'a dit là, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'allons pas vraiment aborder dans toute sa dimension. Nous allons juste nous appesantir sur la dimension du droit foncier pour les femmes, l'accès et le contrôle de la terre par les femmes. Pourquoi cela est-il important? Parce que le droit de la femme à la propriété foncière est essentiel. Il est essentiel, pourquoi? Pour assurer la sécurité alimentaire donc de ces femmes-là et de leur famille, mais aussi de contribuer à leur autonomisation économique, leur autonomisation financière, donc la stabilité de leur revenus. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le revenu familial. Donc, dans le soin des enfants, les soins de la famille, l'alimentation de la famille et tout. Donc, si la femme a accès à la terre et si elle a le contrôle, c'est-à-dire la propriété de cette terre, ça ne peut que renforcer ces aspects-là. Mais aussi, l'aspect droit à la terre aussi répond à un défi impératif de justice. Et c'est pourquoi c'est important pour les militants des droits de l'homme et pour tous ceux qui sont épris de paix et de justice de devoir le faire et l'accompagner. Car droit de justice, car ces femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale et représentent aussi la moitié de la main-d'œuvre agricole. Et ça, c'est dans tous nos pays. C'est les femmes qui font cette main-d'œuvre agricole. Et les chiffres le disent parce que 80% de la transformation, donc du stockage,
des produits alimentaires sont faites par les femmes. Et elles représentent aussi 70% de la production alimentaire. Par exemple, en Mauritanie, des études ont montré que les femmes représentent, elles font les 65% de la production donc, alimentaire en Mauritanie. Mais aussi, c'est l'importance aussi peut-être vue sur un autre angle, c'est le degré de la vulnérabilité de ces femmes rurales. Vous savez que les femmes rurales, les femmes en général, et en particulier les femmes rurales, sont très vulnérables. C'est des personnes très vulnérables. C'est-à-dire, par exemple, une étude que j'ai lue la semaine dernière montrait que plus du milliard de personnes pauvres dans le monde, 70% sont des femmes. Sur 1 milliard de pauvres, 70% sont des femmes. Plus 40% aussi, par exemple, en Mauritanie, les femmes chefs de ménage constituent, chefs de famille, qu'on les appelle, constituent 40% des familles en Mauritanie. Alors que la femme joue un rôle clé dans la production alimentaire, c'est-à-dire, comme on a dit, elles ne détiennent pas plus de 8 à 10%, donc, des terres. C'est-à-dire, elles sont très peu, elles ont accès très peu aux femmes, pour ne pas dire aux terres, pour ne pas dire qu'elles n'ont même pas accès, elles ont accès entre 8 et 10% des terres, par exemple, dans les pays de la sous-région que je connais mieux. L'importance aussi de cela, c'est la ténacité, je dis toujours, des us et coutumes. C'est-à-dire, les us et coutumes dans nos pays sont extrêmement tenaces et constituent un frein social et culturel pour l'accès de la femme donc, à la terre. Il est important d'aider et d'appuyer les femmes rurales dans nos pays pour que ces us dépassent vraiment ces us et coutumes. Mais aussi, il est apparu et dans des exemples concrets, dans des situations concrètes que nous avons vécues, que aussi le fait, l'accès de la femme à la terre et son droit ses droits fonciers aussi est un point d'entrée, comme on dit, c'est une porte d'entrée en faveur de l'égalité homme-femme. Parce qu'une femme qui détient de la terre, qui arrive à la gérer comme elle veut, comme elle se sent mieux de le faire et tout cela, et c'est une femme qui a beaucoup plus d'importance dans sa famille, dans son foyer. C'est-à-dire on l'écoute mieux parce qu'elle apporte mieux dans cette famille-là. Donc, quels sont les avantages? C'est que les femmes qui accèdent à la propriété foncière et qui ont la maîtrise des terres qu'elles ont, par exemple, elles peuvent dire, par exemple, que ce champ-là, il m'appartient, je peux y mettre de la salade, je peux mettre des légumes comme je veux, je peux mettre des arbres fruitiers pour avoir la pérennité, par exemple, ces femmes-là, elles ont plus de chances d'améliorer leurs moyens d'existence. Alors que si je donne un exemple, en Mauritanie, par exemple, que je connais, c'est les femmes, par exemple, elles n'ont pas la propriété de terre. On leur prête les terres. Donc, elles ne sont pas libres d'y mettre ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, on va te prêter une terre pour se dire, il faut y mettre du riz. Tu es obligé de mettre du riz, même si ce riz-là, par exemple, tu as dépassé la période culturelle qui est importante pour le, qui est intéressante pour le riz, mais on t'oblige. Mais si la terre t'appartient, tu peux y mettre ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, et ça te donne beaucoup plus d'avantages. Cependant, le droit d'accès à la terre ne suffit pas. Je le dis souvent, on se bat tous pour que les femmes accèdent à la terre, pour que les femmes aient le contrôle de la terre, mais cela ne suffit pas. Il faut augmenter la capacité de ces femmes, les capacités économiques. Il faut que la femme soit autonome économiquement. Donc, il faut qu'elle puisse acheter, par exemple, et vendre cette terre. Par exemple, elle peut l'acheter si les femmes aujourd'hui sont économiquement donc, indépendantes, elles peuvent acheter ces terres, elles peuvent améliorer les parcelles qu'elles ont, elles peuvent les augmenter. Elles peuvent aussi, si elles veulent, en vendre ce qu'elles veulent pour pouvoir développer des autres. Donc, il faut que ce pouvoir économique des femmes soit développé pour que vraiment elles aient l'impact donc du foncier soit vraiment vu sur ce qu'elles font. Qu'elles puissent avoir accès aux mécanismes de financement, ça c'est aussi important parce qu'il y a des femmes, même si le taux est faible, d'accès et de contrôle est faible, il y a des femmes quand même qui ont accès à la terre, il y a même des femmes qui en possèdent la propriété,
mais elles n'ont pas accès au financement nécessaire. Et tout le monde sait aujourd'hui que pour investir dans l'agriculture, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du financement, il faut avoir de l'appui donc des bailleurs. Les études ont montré aussi que lorsqu'une femme paysanne, par exemple, est autonome économiquement, son statut au sein de la communauté et au sein de son ménage donc s'améliore et s'améliore beaucoup, et elle est beaucoup plus écoutée, elle est beaucoup plus valorisée, et ses décisions sont aussi partagées avec la communauté. Donc, l'amélioration de la sécurité alimentaire des femmes constitue aussi une avancée majeure vers la véritable égalité, comme je l'ai dit, homme-femme. Donc maintenant, voilà ce que je veux dire en substance par rapport à cette question. Et j'avais mis en conclusion, par exemple, que cela est important pour son autonomie économique, sa sécurité alimentaire, l'égalité homme-femme, l'égalité avec les hommes, ses frères, son père, son mari, parce que dans nos sociétés, c'est une société encore patriarcale, où encore la décision est prise au niveau de la famille par les hommes, que ce soit le père, que ce soit le frère, que ce soit l'oncle, ou que ce soit même le fils de la femme, c'est lui qui a la prise de décision. Donc ça, c'est important. C'est aussi important pour son inclusion sociale. Donc, la propriété fait que la femme est plus incluse dans la société. C'est aussi pour son accès aux ressources, sur sa sécurité personnelle et pour l'héritage. Ça, c'est important dans les contextes, l'héritage intergénérationnel. C'est-à-dire que la transmission du droit foncier de génération en génération assure la stabilité économique aux familles lorsque les femmes ont accès inéquitable à la propriété foncière, cela peut avoir des implications positives sur le bien-être des générations futures. Donc, en résumé, le droit foncier est un facteur clé pour l'autonomisation des femmes, leur égalité sociale et économique, et de la réalisation d'une société juste et équitable. Les initiatives visant à garantir l'accès équitable des femmes à la propriété foncière contribuent non seulement à améliorer leur propre vie, mais également à renforcer le développement durable des communautés dans leur ensemble. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette première question. Muchísimas gracias, Lala, por tu aportación, súper interesante, por lo menos a mí me lo ha parecido. Voy a darle el paso a la siguiente ponente y después, si queréis, hacemos una reflexión conjunta. Ifanis, ¿te apetece continuar? Ifanis, ¿estás ahí? Bonjour, comment allez-vous? Je suis là. Perfecto, bienvenida. Pues si quieres, bueno, aportar lo que desees a esta pregunta, te escuchamos. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Mon nom c'est Simili Fanis. Donc, je suis haïtienne et je travaille à Alianza comme technicien en genre. Donc, depuis toute petite, je suis une personne très active dans la question de la protection de l'enfance, de genre et aussi de climat. Donc, d'habitude, quand je me présente, je dis toujours, donc, je suis une humaniste. Donc, dans la question que vous nous posez, donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager mon avis et ma connaissance d'après mes expériences sur le terrain par rapport à cette question, pourquoi est-il important de garantir le droit à la terre pour les femmes rurales. Donc, cette question est assez complexe si on considère que les questions foncières est un sujet un peu complexe et transversal, mais depuis des années, on peut constater que la question d'accès à la terre aux femmes est devenue un sujet qui bat le plein, donc qui font la toile de fond dans des débats, et ça paraît un peu
plus préoccupant en raison de la question de l'insécurité alimentaire, des changements climatiques, de la question de l'utilisation des ressources naturelles. Donc, on peut stipuler on parle de droits humains, mais à aucun moment on ne parle de cette question de droit à la terre. Mais les droits humains stipulent que chaque personne a un droit à un niveau de vie suffisant, sans distinction, quelle que soit leur ethnicité, leur sexe, dont y compris le droit d'accès à la terre. Mais pourtant, et si on considère dans la majorité de pays ou de continents, les femmes ne disposent que de possibilités inégales et limitées d'accès à la terre ou de posséder une terre en leur nom. Et pourtant, les femmes fait partie des groupes les plus défavorisés, disons plus vulnérables, surtout au choc climatique, en raison de leur diversification de leurs avoirs, ainsi que de leur faible accès aux ressources pour affronter les dommages à son environnement. Donc, pourquoi est-il important de garantir le droit à la terre pour les femmes rurales? Je pense que les femmes représentent plus de la moitié de la population active, surtout au sein du secteur agricole dans le monde. Et ces femmes-là possèdent seulement 15% des terres agricoles. Je pense que je pense que ça a de grandes conséquences sur leur stabilité de leurs revenus, leur sécurité alimentaire, leurs autres droits au sein de leur communauté et je pense que même sur leur capacité à s'adapter à des changements climatiques, aux changements climatiques. Je pense que les femmes qui accèdent à la propriété, à l'accès à la terre, ont la chance d'améliorer leurs moyens d'existence. Et je ne parle pas vraiment de droit d'accéder à la terre, mais plutôt de la capacité de ces femmes à acheter ou à vendre des terres, à choisir comment les exploiter, comme vient de dire Lila, comment ces femmes peuvent choisir à exploiter leurs terres. Est-ce qu'elles veulent planter de l'igname, de l'avocat, je ne sais pas, et comment elles peuvent s'en occuper. Et aussi, il est important de garantir le droit à la terre pour les femmes rurales dans le but d'obtenir des fonds pour développer des entreprises au même titre que les hommes parce que dans la majorité des sociétés, on fait face à des sociétés patriarcales. Donc, garantir le droit à la terre aux femmes pourrait aider les femmes à être autonomes au même titre que les hommes et à jouir de leur plein droit qui est de participer dans tous les aspects de leur vie. Je pense aussi que lorsque les femmes jouissent d'une autonomie économique, leur statut au sein de leur communauté et de leur ménage s'améliore. Donc, l'amélioration de la sécurité foncière des femmes peut être constituée une avancée majeure vers la question de égalité femmes-hommes. Et je pense que elle peut être aussi essentielle pour adapter aux différents problèmes rencontrés sur la question du changement climatique. Dans ce sens aussi, l'autonomisation des femmes est fondamentale non seulement pour leur résilience, mais aussi celle de leur famille et entre autres. Je pense qu'il est important aussi de garantir le droit à la terre pour les femmes rurales parce que c'est important que les femmes s'investissent dans ces terres pour préserver leurs avenirs, pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles, puisque les femmes, quand il y a la guerre, quand il y a les questions d'inondation, de sécheresse, elles sont les victimes par rapport à cela. Elles sont les plus affectées.
Au bout du compte, je pense que les femmes rurales doivent participer pleinement aux sociétés dans lesquelles elles vivent. Donc, les femmes, il est important qu'elles puissent jouir de ces droits parce que ça permet qu'elles puissent s'épanouir mieux puisqu'elles s'intègrent dans la communauté dans laquelle elles vivent et, et aussi que je pense que ça peut être aidé à militer si on continue à faire euh, on doit mobiliser les ressources, on doit aussi faire pression sur les gouvernements pour qu'ils comprennent que la question d'accès à la terre aux femmes, c'est une question importante et aussi que et si je prends en Haïti, dans de nombreuses communautés, et la tradition dit que la possibilité d'accès à la terre et aux ressources. Et donc, selon une étude menée par la FUNEAP en 2017, 71% des femmes ne possèdent ni terre ni maison en Haïti et 20% d'entre eux possèdent un bien conjointement et seulement 9% sont propriétaires. C'est sûr qu'avec la question de la promotion de l'accès à la terre pour les femmes, et les données peuvent augmenter, mais c'est sûr que ce ne sera pas plus que 11%. Et en Haïti, actuellement, on fait face à une question, on n'a pas de Sénat, on n'a pas de président, donc il est difficile aux femmes d'avoir des lois, des justices qui peuvent leur permettre de plaider en leur faveur en ce qui constitue la question de contrôle des terres et d'accès à la terre. Et pour continuer, je pense que l'autonomisation des femmes est une question fondamentale et l'économie haïtienne majoritairement agricole repose sur les femmes non seulement travaillant dans les champs, mais aussi qui transportent les produits récoltés au marché. Donc, les femmes sont des victimes par rapport à cette question parce qu'ils ont un faible niveau de scolarité et la situation économique du pays constitue les principaux problèmes des femmes rurales. Par rapport à mon expérience avec la question de ressources pour les femmes, surtout, et dans le projet, financé par les sites, c'est un projet de développement financé par les sites, par la coopération espagnole, qu'on implémente à Ansapit. Donc, on a dû aider 36 femmes à avoir accès à la terre. Donc, c'était un processus assez difficile parce que quand on parle de la terre, on parle de pouvoir. Donc, c'est difficile que les hommes puissent donner le pouvoir aux femmes parce que pour eux, dans leur éducation, les femmes sont inférieures à eux. Donc, puisque les hommes constituent la majorité des pouvoirs sont donnés aux hommes, donc c'est difficile de donner l'accès à la terre aux femmes. Donc, dans notre expérience, donc c'était un peu difficile de convaincre l'homme de donner la priorité aux femmes. Donc, on a dû demander, en fait, de faire des counseling pour de les mettre ensemble et de les expliquer la question. Donc, quand on dit que le nom des hommes va être sur le papier, on ne va pas dire que les femmes prennent votre place, mais de préférence, et c'est votre accompagnateur, accompagnatrice. Donc, que ce soit elle ou toi ou que ce soit la femme ou l'homme qui a leur nom sur le papier, ça ne va rien changer. Mais c'était un peu difficile parce qu'au début, on avait 50 personnes et
les autres ont désisté parce qu'elles ne voulaient pas que le nom de leur femme soit dans le papier et que ces femmes puissent posséder leur nom sur un papier. Donc, en Haïti, dans un pays aussi complexe, et l'insécurité du régime foncier, la disponibilité des terres, leur faible niveau d'éducation et l'alphabétisation des femmes, les normes et rôles sexo-spécifiques, l'accès à l'information, aux entrées à l'école, aux services de vulgarisation et au financement ont un impact et très affecte le pouvoir des femmes d'avoir accès à la terre. Mais je pense qu'on commence à faire de notre mieux pour que les femmes puissent avoir accès aux informations, puisque dans la plupart des zones rurales, donc on ne trouve pas de téléphone, d'accès au téléphone, ce qui empêche aux femmes d'avoir plus d'informations. Et je pense aussi que Muchas en gracias, Haïti, Ifanis, por todo lo que nos estás on dirait comentando. que j'ai beaucoup parlé. J'ai trop No, has parlé. hablado, no, estás comentando cosas muy interesantes, pero quizás vamos a dar la intervención a la siguiente ponente para que también nos cuente su opinión y podemos retomar este tema en la segunda parte, porque creo que ya te estás introduciendo bastante en lo que estamos haciendo, o en lo que estáis más bien haciendo para poder garantizar este acceso a la tierra de las mujeres, ¿no? Esta titularidad de la tierra. Entonces creo que lo podemos conversar también en la segunda parte, si te parece. Pero muchísimas gracias por la verdad que por tu intervención. Por lo menos a mí me ha encantado conocer un poco más del contexto de Haití. Al final, bueno, después quizás hacemos una reflexión conjunta, pero sí que es cierto que aunque los retos, ¿no? Y como de momento las dos habéis hablado, ¿no? De la necesidad de que las mujeres podamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? De la necesidad realmente de esta autonomía y de este sistema patriarcal que no nos deja, ¿no? Poder o que nos limita este acceso a esta toma de decisiones y al poder. Aunque sean temas que lamentablemente atravesamos en casi todos los territorios, por no decir todos, sí que es muy interesante que nos podéis traer un poco del contexto de cada uno de los países, ¿no? Para que podamos entender también mejor de qué manera se articula, ¿no? En vuestros territorios. Así que muchas gracias, Ifanis. Y ahora voy a pasar entonces la palabra a Isabel para que también nos pueda dar su opinión. Creo que has tenido algún tipo de problema técnico. No sé si has podido seguir me están comentando todo en la conversación o parte. Estás silenciada, Isabel. Sí, buenas tardes. Soy Isabel y bueno, ya nos hemos presentado. Soy de España, de la Comunidad Valenciana y soy agricultora. Y lo primero, pues nada, gracias por permitirme participar en este webinar en defensa de las mujeres que buena falta nos hace. Y decirle a las compañeras que lo siento mucho, pero he tenido problemas con la traducción y no he sido capaz de entenderles todo lo que han comentado, pero que estoy segura que muy interesante. Todo lo que sea en defensa de la mujer, desde mi parte, bueno, es una lucha continua desde la Unión y como mujer, por supuesto. De todas Entonces, maneras, Isabel, perdona que te interrumpa un segundito, pero sí que es cierto que lo hemos grabado, entonces después también puedes escuchar lo que no hayas terminado. sí, lo escucharé sin duda. Pero bueno, pues yo voy a hablar un poco de esto. Yo me parece súper importante que las mujeres tengan el derecho a la tierra. Es, diría yo, imprescindible y determinante, pues, para la vertebración de nuestros territorios, del territorio del mundo rural,
que cada día está más despoblado, cada día menos población y la población más envejecida. Entonces, voy a dar unos datos de la Comunidad Valenciana, que según la Agenda Antidespoblamiento, de 542 municipios que tiene la Comunidad Valenciana, 171 están en riesgo de despoblación. Y como un caso extremo tenemos la provincia de Castellón, que 85 de sus municipios de 135 están en alguna tipología de despoblación. Esto es evidente que se debe a la masculinización rural de las últimas décadas, que ha contribuido a la situación actual en la que nos encontramos. El nivel de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes en el medio rural sitúa al medio rural en un desierto de mujeres, un desierto que pensamos que hay que revertir de alguna manera. Es complicado, pero hay que revertirlo porque si no muchos pueblos pues al final se van a ver despoblados completamente. Y luego en cuanto a la tierra, en la Comunidad Valenciana hay 100.259 explotaciones que 74.423 están dirigidas por hombres y 25.836 están dirigidas por mujeres. Por lo tanto, es un 25% de las explotaciones agrarias que están dirigidas por mujeres. Esta cifra de la Comunidad Valenciana está por debajo de la media de España. Constatan, como he dicho antes, los datos de masculinización en el trabajo agrario y la escasa visibilidad del trabajo de las mujeres en el mundo rural y en el mundo agrario. Y aparte de todas estas explotaciones que tienen las mujeres, que ya es una cifra muy baja, el 25%, pues luego muchas explotaciones que están en manos de mujeres y son titulares también tienen mucha complicación a la hora de trabajarlas, porque como siempre en las mujeres recaen muchos trabajos y muchas responsabilidades que al final le impiden dedicarse al trabajo en la explotación, como es el cuidado y atención de personas mayores, enfermas, dependientes e hijos. Y el trabajo en la explotación, pues al final lo termina ejerciendo el hombre. En la tierra, en el acceso a la tierra, aquí como en otros países, pues tenemos ahí un techo de cristal, que por suerte yo creo que en España ese techo de cristal lo vamos rompiendo, que se debe a la continuidad de patrones antiguos del patriarcado, pero esa dificultad y ese acceso a la tierra de las mujeres, por suerte, cada vez, por lo menos a mi percepción, ese techo de cristal lo vamos rompiendo, por lo menos en la Comunidad Valenciana, y hay algunos casos, pero ya más extremos. Las políticas de acceso a la tierra, de incorporación de jóvenes agricultores y formación agroalimentaria y rural, de innovación en el sector agrario, y la política de empoderamiento de las mujeres rurales está integrada por primera vez en la nueva PAC. Y esto es clave para lograr objetivos. La verdad es que esto está muy bien que lo hayan incorporado por primera vez ya en la PAC, que ya debería de haber estado mucho antes. Y cabe señalar pues que el carácter emprendedor de los titulares jóvenes, cuyo esfuerzo e inversión es superior a la media. Y en el caso de las mujeres, suelen invertir menos y su inversión supone mayor esfuerzo que el de los hombres. Y también un dato, que las explotaciones dirigidas por mujeres, la mayoría tienen mucha menos superficie que en el caso de los hombres. Entonces, pues desde nuestra experiencia, desde la Unión Llauradora y Ramadera, pues creemos que hay que avanzar en
en igualdad de mujeres y hombres en el mundo rural y en especial en el sector agrario, con el fin de favorecer la incorporación de mujeres a la actividad agraria como un activo de futuro en el desarrollo de nuestros territorios. Y también la organización considera que el fomento de la igualdad en el mundo rural y agrario necesita políticas reales e instrumentos que mejoren la vida cotidiana de las personas, tanto en el trabajo como en las relaciones privadas y sociales. Creo que debemos intentar trabajar en esto e intentar que se hagan políticas que favorezcan la incorporación de las mujeres y que ninguna mujer se quede atrás, por supuesto. Muchas gracias, Isabel, por tu intervención, por traernos también estos datos, ¿no? tan esclarecedores que al final, bueno, no vienen a distar tanto, ¿no? Nos comentabas que, ¿no? que solamente el 25% de las explotaciones agrarias están en manos de mujeres, sí. Están en manos de mujeres, ¿no? Nos comentaban en Haití que el 9% de las mujeres son propietarias. En Mauritania nos estaban lanzando también un dato parecido, ¿no? Lala era un 8% también, creo. Entonces, bueno, vemos claramente, ¿no? esa brecha realmente en el control, ¿no? de las tierras y como también estabais comentando, ¿no? esas dificultades entonces pues para poder decidir sobre lo que quiero plantar, esas dificultades realmente también para el acceso, ¿no? a los créditos o a la capacidad de inversión. Que por supuesto limitan, y también un dato que me ha llamado, ¿no? la atención, el tema de la cantidad de tierra o las dimensiones de esas explotaciones, ¿no? que siempre pues las mujeres al final tenemos tierras más pequeñas, ¿no? donde podemos invertir, donde invertimos menos. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si quería abrir ahora unos minutitos el chat o más bien la voz de las personas que nos están escuchando. Si alguien quisiera pues, compartir alguna impresión, hacer alguna pregunta a las ponentes, para que no nos quedemos con las dudas, que yo creo que es una magnífica ocasión para poder aprender un poco más y profundizar sobre este tema, ¿no? No sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Levanta alguna mano. Veo que parece que no en esta ocasión. De todas maneras, bueno, para no retrasarnos muchos, continuamos. Pero si hay alguna cuestión, no dejéis de reflejarlas en el chat, que las podemos recoger y al finalizar podemos también, pues eso, hacérselas a las ponentes, que esperemos que nos contesten, ¿verdad? Bueno, yo quería continuar realmente, bueno, nos habéis eso, ¿no? contado un poquito el contexto, ¿no? Estas dificultades que estamos atravesando como mujeres, las mujeres agricultoras, productoras. Yo quería ahora preguntaros, que ya habéis introducido un poquito los temas, las tres, pero realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Desde los territorios, ¿qué estáis haciendo vosotras para realmente poder disminuir esta brecha? Ya habéis hablado algo de incidencia, ¿no? Hemos hablado algo de cómo pues, realmente podemos incidir en esas políticas públicas, que hay en algunas que ya se han introducido ciertas cosas, como el ejemplo de la PAC. No sé cómo veis ahora el contexto es ese, ¿no? Político, más bien que el contexto político, el contexto normativo y legislativo, ¿no? Para que podamos seguir accediendo a este derecho, ¿no? Que también como se compartía al principio, todo lo que habéis dicho, pero además es de justicia, ¿no? De justicia social, que realmente podamos acceder a igualdad de condiciones, ¿no?
Entonces, un poco la pregunta va en esa línea de qué se está haciendo, qué opináis que se puede seguir haciendo, qué procesos estáis llevando a cabo, ¿no? Desde vuestras asociaciones y desde, bueno, de vuestros territorios. Y si queréis, ahora comienzas tú, Isabel. Sí, bien, puedo comenzar yo. Perfecto. A ver, yo voy a hablar en relación al territorio y la seguridad de que la mujer pueda tener esa seguridad jurídica de la tierra y la resiliencia al cambio climático. Esa era la segunda pregunta, ¿no? Más o menos. ¿Se me escucha? Sí, por supuesto. Perdona, no sabía si se me escuchaba o no. Bueno, pues en cuanto a tener seguridad jurídica, las mujeres y para impulsar el liderazgo de las mujeres frente a las explotaciones agrarias, en el año 2011 en España se aprobó la Ley 35/2011, el 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Esta ley, desde la Unión, la valoramos como una normativa valiente y bastante avanzada, pues los objetivos que contemplaba la ley son los siguientes. Primero, profesionalizar el trabajo agrario de las mujeres. Segundo, mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias. Tercero, visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias. Cuarto, fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el mundo rural. Y por último, ayudar al asentamiento de la población rural, que para mí eso es muy importante, ya lo comenté en la primera parte. Luego, los cumplimientos para conseguir los objetivos de esta ley, pues lo que tenían que cumplir los miembros de la titularidad compartida es la administración y representación sobre la explotación de la titularidad compartida recaerá siempre en los dos miembros que compartan esa titularidad. El reparto de los rendimientos de la explotación de titularidad compartida será siempre al 50%. Se considerará a ambos titulares como beneficiarios directos en las ayudas y subvenciones de que sea objeto la explotación de titularidad compartida. La cotización a la seguridad social se realizará por parte de ambos miembros y se ofrece a las mujeres alguna ventaja a la hora de cotización. Ahí puedo remarcar la ventaja, era que se había aplicado un descuento de un 30% en la cotización de la mujer durante los primeros 5 años, siempre y cuando no tuviera 50 años. Si era mayor de 50 años ya no tenía ayuda. Esas ya no tienen, porque luego dice que a la hora de cotizar, que como cotizan menos, a la hora de la jubilación ya no tienen los mismos derechos. Las medidas que se adoptan en esta ley para fomentar el registro de explotaciones de titularidad compartida en el régimen son: primero, otorgar la condición de explotación prioritaria a la explotación en titularidad compartida. Trato preferente en la base reguladora de subvenciones financiadas por la Administración General del Estado y, por lo tanto, también financiadas por la comunidad autónoma que sea objeto de la titularidad compartida. Y también contemplar con prioridad siempre en las ayudas del programa de desarrollo rural. También acceso preferente de los cotitulares a la actividad de formación y asesoramiento en materia de agricultura. Siempre tendrían preferente a la hora de que la administración organice un curso de formación o eso,
serían preferentes los miembros que están o forman una titularidad compartida. Pero bueno, esta ley está muy bien, los objetivos son maravillosos, bueno, creo que estamos todas de acuerdo, pero la verdad es que a pesar de todas las bondades que ha ofrecido la ley para visibilizar las mujeres en la actividad agraria y favorecer que puedan compartir tanto riesgos como responsabilidades, la realidad es que no ha conseguido los avances esperados. Cuando el Ministerio saca esta ley, los objetivos que tenía o la previsión que se hizo es que si tenía una repercusión baja esta ley, en el primer año iba a haber inscritas 30.000 titularidades compartidas. Y si la repercusión era alta, se esperaban entre 55.000 y 60.000 titularidades compartidas. Eso lo esperaban en el primer año. Y la realidad pues es muy distinta, porque a día de hoy, hace 12 años que se lanzó esta ley, y en el registro de titularidades compartidas de explotaciones agrarias, el RETICON que se llama, a día de hoy hay 1.233 titularidades compartidas en toda España. Y en la Comunidad Valenciana solo tenemos 19. 14 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 3 en la provincia de Valencia. Como ves, bueno, todavía tenemos comunidades que aún han tenido menos repercusión, porque tenemos a Madrid y a Baleares que tienen 0 titularidades compartidas registradas. 0. Luego está Castilla-León, que es la que más tiene, que tiene 571, y Castilla-La Mancha 255. Pero una repercusión bajísima para las expectativas que tenía la administración. Y bueno, pues qué decir, pues lo que le ha faltado a esta ley es cariño, que decimos en mi tierra, falta de mayores incentivos, tanto económicos como fiscales, y hacerla un poco más atractiva para que más mujeres se pudieran instalar en una titularidad compartida. Para compartir, que la figura de titularidad compartida muchas veces lo hemos querido que a lo mejor se pudiese hacer entre hermanos o otro tipo de familia, primo, y eso no lo contempla la ley, solo contempla que ha de ser o marido o cónyuge que estén registrados como pareja de hecho, pero solamente en pareja. No contempla otra figura para hacer una titularidad compartida de la explotación. Así que eso es un poco que en realidad ponen en marcha leyes y políticas que al final, como no las aplican con la suficiente con el suficiente atractivo para que la mujer pueda echarse adelante y hacerse, por ejemplo, una titularidad compartida, porque también es verdad que los ingresos agrarios, la situación que se atraviesa en el campo de los precios, la rentabilidad económica es bajísima, y las mujeres siempre nos quedamos un paso atrás. Hay que pagar la seguridad social, pues si ya la paga el marido en casa, pues yo no la pago y ese dinero lo empleo en otra cosa, pero bueno, luego a la hora de la verdad no tenemos obligación, pero luego tampoco adquirimos derechos. Que eso sí que es verdad, que aquí sí que ese patrón de que la mujer ha sido siempre la beneficiaria en la seguridad social del marido, sigue todavía un poco en las zonas rurales, y al final la mujer lo que pasa que ni tiene derecho a una jubilación, ni tiene una vida laboral
Al final siempre es la mujer la que se queda un paso atrás. Muchas gracias, Isabel, por tu intervención. La verdad, muy esclarecedora. Muy interesante todo este tema de la titularidad compartida. Esto, lo que comentabas, ¿no? Realmente una lástima que tan pocas mujeres o tan pocas titularidades compartidas tengamos en el Estado español y en concreto pues, en Valencia. Realmente es eso, ¿no? Lo primero que se me ocurre es pensar, como decías, de realmente esas brechas de género que estamos atravesando, ¿no? Cómo se tienen en cuenta esos análisis dentro de las nuevas normativas y políticas y, ¿no? A la hora de legislar también. Bueno, y cómo vamos cambiando realmente ese imaginario, ¿no? Y rompiendo al final, esos roles, ¿no? Que nos están socialmente establecidos, porque como decías, que realmente, bueno, preferimos invertir eso en otra cosa, que suele ser asegurar el bienestar, ¿no? Familiar o no suele ser en algo para nosotras. Entonces, bueno, gracias por hacernos partícipes realmente de esto. Ahora me gustaría dar el paso a otra de nuestras magníficas ponentes. No sé a quién le gustaría participar ahora. Lala y Fanis, ¿cuál prefiere la palabra? Bon, moi, ça ne me gêne pas, hein? Perfecto, Fanny, Lala. je peux. Adelante. Donc, par rapport à cette dernière intervention, c'est la dernière question, avant de l'aborder, moi, je voudrais juste dire un petit mot et partager un exemple par rapport au lien entre la sécurité, le droit foncier des femmes, la sécurité foncière des femmes et les changements climatiques. J'étais dans un projet au niveau du Guidimaka, c'est un peu vers le sud de la Mauritanie, où il y avait vraiment une réticence des chefs coutumiers par rapport au droit des femmes à la terre. Malgré le fait qu'en Mauritanie, il n'y a aucun texte qui limite cela. Il n'y a pas de texte qui le limite ou qui l'interdise. Mais c'est vraiment les trucs coutumiers, c'est vraiment les habitudes, les us et coutumes qui font qu'aujourd'hui, c'est érigé en loi ou en pratique, mais il n'y a rien, il n'y a pas, la législation ne le dit pas, et qui a été vraiment au début très, très, très réticent par rapport à ça. Et je sais qu'il y a 2 ans, dans le cadre d'un projet qui était financé par la coopération espagnole, que je salue au passage, parce qu'ils font un travail extrêmement important dans ce cadre-là. Le chef coutumier disait, là, je pense que garantir le droit à l'accès et la propriété des terres à une femme, c'est en fait garantir la sécurité de sa famille. Vous voyez un peu le changement que ça fait. C'est vraiment quelque chose qu'il dit. Il dit c'est garantir la sécurité à sa famille. Parce que ça libère l'initiative de la femme et ça lui permet de faire beaucoup de choses auxquelles les gens ne pensaient pas avant. C'est-à-dire la diversification, par exemple, de l'agriculture, des cultures qu'elle fait et tout, ce qui fait que ça donne beaucoup plus d'opportunités. Et c'est là où je dirais, par exemple, que l'apparition des changements climatiques, en fait, combinés, ce sont les femmes en général qui subissent le plus d'impact des changements climatiques dans nos zones. Et cela combiné, par exemple, à la limite en matière d'accès à la terre, de propriété foncière, les femmes vont manquer de ressources. C'est-à-dire que si vraiment les femmes manquent de ressources nécessaires pour se reconstruire même, c'est-à-dire c'est elles qui subissent l'effet des inondations, c'est elles qui subissent l'effet, par exemple, de la sécheresse, c'est elles qui subissent l'effet de beaucoup de choses, par exemple, des inondations pour les produits agricoles, parce que les déplacements, si nous regardons seulement dans les télévisions, dans les médias, les populations en déplacement
à cause des aléas climatiques, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants, on voit dans cela. Donc, elles subissent beaucoup plus et c'est pourquoi on doit accorder une attention particulière à ces femmes-là pour que vraiment réduire l'impact de ces effets climatiques sur les femmes. Mais seulement, les femmes aussi ne sont pas seulement des victimes des changements climatiques, elles peuvent aussi agir activement et efficacement pour pouvoir des méthodes d'adaptation et d'atténuation. Tout le monde le sait. La collecte, par exemple, de l'eau, on sait que les femmes, elles ont des méthodes de collecter l'eau, de le mettre et de l'emmagasiner pour pouvoir, par exemple, l'utiliser dans la gestion des ressources naturelles. Par exemple, le compostage qu'elles font naturellement et tout ça. Dans nos pays, ce sont les femmes en général qui le font. Et ça, c'est tous des méthodes agroécologiques qui contribuent un peu donc, à l'atténuation des effets climatiques. Et voilà ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'elles ne subissent pas, elles ne sont pas là à subir, mais aussi elles peuvent agir positivement. Et c'est pourquoi il faut prendre en compte leur point de vue dans les politiques de développement et dans les programmes qu'on met en place. Maintenant, j'ai pris l'exemple, un seul exemple pour vous, pour un peu montrer ce que nous faisons en Mauritanie dans ce cadre-là. Et j'ai pris l'exemple d'un projet aussi qui se fait dans 2 régions, c'est le Brakna et le Gorgol. C'est le projet de renforcement du pouvoir citoyen pour la sécurisation foncière et l'accès et le contrôle de la terre par les femmes. C'est toujours un projet aussi qui a été financé par la coopération espagnole. Ce projet-là, par exemple, dans son contexte, il montre que, par exemple, la Mauritanie, même si les textes juridiques, loi nationale, et tout cela lui confère des droits, et ne contiennent aucun dispositif lui interdisant ses droits à posséder la terre, elle n'en dispose pas. Eu égard vraiment au nombre de femmes qui travaillent vraiment dans l'agriculture. Donc, je disais tout à l'heure, entre 8 et 10% des terres agricoles, c'est ça qu'il y a dans les chiffres en Mauritanie de femmes qui possèdent les terres. Elles sont par rapport à ces droits soumis à la décision du mari, à la décision des hommes. Ce n'est pas le mari seulement. Ici, c'est une société patriarcale. Il y a le mari, il y a non seulement le mari, mais il y a le père, il y a même le fils. Par exemple, c'est la décision par rapport à une terre, elle se prend par ton fils. Quelqu'un que tu as mis au monde, c'est lui qui a la décision sur ces terres alors que tu n'en as pas. Donc, elles sont de plus souvent tenues, par exemple, que si elles travaillent dans cette terre, les recettes qu'elles reçoivent et tout ça, elles sont tenues de les remettre, par exemple, au chef de famille. Et le chef de famille, en général, même si les tendances sont en train de changer actuellement, il y a beaucoup de femmes chefs de famille. Aujourd'hui, la tendance quand même principale encore, c'est que c'est les hommes qui sont chefs de famille. C'est face à cette situation que beaucoup, par exemple, d'acteurs de développement, comme le ROSA, comme le comité de solidarité, tout cela, des droits humains, s'investissent pour qu'il y ait des lois, pour qu'il y ait de garantissant le droit foncier aux femmes et qui combattent les normes et pratiques sociales préjudiciables, malgré de nombreux obstacles auxquels ils se heurtent. Et c'est pourquoi, par exemple, ce projet-là dont je vous ai parlé a travaillé avec une approche, l'approche des cliniques juridiques. Par exemple, l'approche des cliniques juridiques, je l'ai choisi pour vous, pour expliquer un peu, c'est que dans le département ou dans la région où cible donc, du projet, il y a des cliniques juridiques. Les cliniques juridiques, qu'est-ce qu'elles font? Ces cliniques juridiques, elles sont là pour appuyer, d'abord pour renforcer les connaissances des populations, des agriculteurs, femmes et hommes, en particulier les femmes, sur leurs droits en matière d'accès à la terre. Ça, c'est d'abord un renforcement. Parce que si la personne n'est pas consciente de ce droit-là, elle ne peut pas aller lutter, elle ne peut pas aller chercher ce droit. Donc, ces cliniques juridiques le font. Le deuxième élément important que ces cliniques juridiques aussi font, c'est que les cliniques remplissent, c'est-à-dire réunissent un certain nombre réunissent les procédures, c'est-à-dire essayent d'aider les agriculteurs et agricultrices à connaître les procédures. Parce qu'en réalité, ce qui empêche, en Mauritanie, il y a une loi, mais la loi, elle est
elle est même obsolète, comme je vais dire, elle date de très longtemps. Actuellement, heureusement qu'actuellement, une réforme agraire est prévue en Mauritanie et nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que vraiment cette réforme, cette nouvelle réforme agraire prenne en compte les droits fonciers de la femme, prenne en compte les préoccupations de la femme. Nous avons même demandé dans le cadre d'un plaidoyer national que mènent les différentes organisations qui travaillent dans ce domaine-là, de demander un quota sur les terres, par exemple, domaniales, les terres domaniales, les terres de l'État, un quota de 30% pour les coopératives féminines agricoles. Donc, vous voyez un peu, c'est dans ce domaine-là que nous demandons, et les cliniques juridiques le font comprendre aux communautés. Les cliniques juridiques leur montrent, par exemple, que pour accéder à cette terre, pour avoir l'accès, le contrôle, parce que même s'il y a une petite proportion de femmes qui ont accès à la terre, que ce soit individuellement ou collectivement, elles n'en ont pas le contrôle. Et souvent, c'est cet aspect-là sur lequel nous insistons. C'est-à-dire, tu peux accéder à la terre parce que ton frère, parce que ton ami, parce que quelqu'un de la famille qui généralement est de sexe masculin, il va te la prêter, mais il peut venir reprendre cette terre-là quand il veut. Par exemple, à des moments même parfois très difficiles où les gens n'ont pas encore récolté tout cela, il vient, il peut dire, voilà, moi j'ai eu quelqu'un qui va louer cette terre ou qui va mettre quelque chose de plus important, donc je vous demande de libérer la terre. Alors que ces femmes ou cette femme-là a mis tous ses moyens pour cultiver cette terre, elle n'a même pas encore ça, on a vu ça, et c'est vraiment des catastrophes. Par exemple, tu trouves une femme qui a mis ses tomates, qui a mis ses carottes, et la personne vient lui dit, bon, il faut tout arracher et donner aux animaux, parce que moi, j'ai besoin de mes terres, il faut me les remettre. Donc, vous voyez un peu ce que vivent les femmes. Donc, l'accès est bien, mais le contrôle, la propriété de la terre, là, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Je l'avais dit tout à l'heure dans le premier exposé, qu'il ne suffit pas seulement d'accéder à la terre, mais il faut en avoir la propriété. Et même si tu en as la propriété, il faut aussi en avoir les moyens de développer l'agriculture que tu es en train de faire sur cette terre-là. Donc, je disais tout à l'heure que même si au plan juridique, la Mauritanie dispose de lois fondamentales garantissant les droits des femmes à la participation à la sphère de décision à la terre, en dépit de cela, la vulnérabilité des femmes reste encore un défi à relever. Et c'est ce défi-là que nous, nos organisations, sont en train de faire à travers des approches, l'approche de la clinique juridique. Par exemple, l'approche de la clinique juridique à Keidi, dans la région du Gorgol, à Bogué, dans la région du Brakna, a permis, même si l'objectif ou l'indicateur était d'avoir des titres fonciers pour cela, ce qui a été extrêmement difficile, parce que, encore, c'est la raison patriarcale qui est là, les hommes ne veulent pas lâcher leur pouvoir sur les terres. On est quand même arrivé à avoir un autre document intermédiaire qui donnait le droit à cette femme-là, par exemple, d'exploiter la terre, d'exploiter cette terre-là. Nous l'avons et nous l'avons reçu pour des femmes individuellement et pour des coopératives féminines. Ce qui les protège en quelque part du fait que, par exemple, la personne vienne et leur retire ses terres alors qu'elles sont en train de travailler là-dessus. Ce qui montre aussi que parfois, si par exemple, cette terre-là, la femme sait que cette terre-là, elle l'a pour, par exemple, 5 ans ou 10 ans, une autorisation d'exploiter, elle l'exploite mieux. C'est-à-dire, elle développe aussi des techniques culturelles agroécologiques encore plus adaptées donc, au climat. Donc, nous avons pu obtenir, par exemple, pour ce projet-là, 40 autorisations pour des associations, pour des coopératives. Nous avons aussi pu plaider et avoir, par exemple, des réseaux de femmes journalistes, des réseaux de jeunes journalistes, par exemple, des médias qui plaident et qui parlent, par exemple, de l'intérêt de vraiment d'octroyer la terre aux femmes. Maintenant, comment pouvons-nous concrètement renforcer les droits fonciers des femmes? Et là, je vous ai choisi 4 à 5 éléments importants que nous pensons être essentiels. C'est appuyer les réformes politiques qui améliorent l'accès des femmes à la terre, par exemple, telle que la réforme
maintenant que nous sommes qui est en train de se faire en Mauritanie, pour qu'on prenne en compte vraiment le droit foncier des femmes et leurs préoccupations. Deuxième élément, c'est de faire la promotion de la participation des femmes au mécanisme de gestion de ressources de façon à garantir la prise en compte de leur point de vue. Troisième élément, c'est s'assurer que les pouvoirs publics jouent un rôle de soutien et que les hommes et les femmes connaissent les lois et ont la capacité pour les appliquer. C'est-à-dire généraliser l'approche des cliniques juridiques destinées à informer les femmes sur les lois, les normes coutumières en vigueur et en matière de foncier et leur fournir l'aide juridique dont elles ont besoin. Ça, je pense que c'est une expérience, une approche qui a été vraiment remarquable en Mauritanie et qu'il faut généraliser. Le quatrième élément, c'est de travailler sur le changement durable, je dis bien durable et je pèse mes mots, durable des mentalités pour que la société accepte, acceptent et défendent les droits fonciers des femmes qui passent par la communication, la sensibilisation aux notions d'égalité hommes-femmes et une prise de conscience des ménages, des communautés et des pouvoirs publics. Et c'est faire maintenant, sixièmement, les plaidoyers pour un quota, pour des quotas pour que les femmes aient vraiment des quotas des terres qui sont des terres domaniales. Maintenant, la leçon apprise, ça aussi, par rapport à toute expérience qu'on mène sur le terrain, il faut quand même voir qu'est-ce qu'on apprend comme leçon. Moi, j'apprends deux choses importantes. C'est que les réformes juridiques et les modifications des pratiques coutumières doivent s'accompagner de mécanismes d'exécution. C'est-à-dire que même si on a des lois, même si on a fait des plaidoyers, même si on a des choses favorables, il faut qu'on mette en place des mécanismes de suivi de l'exécution, donc des lois et des politiques que nous entreprenons. Il ne suffit pas de s'appuyer sur des principes généraux de non-discrimination, comme ça se dit dans toutes les lois, pour changer en pratique les choses. Nous devons soutenir le droit de propriété foncière des femmes de façon proactive. Donc, il faut vraiment que ça soit fait avec des mécanismes qui garantissent vraiment l'effectivité de ces droits-là. Ça, c'est un. Le troisième élément, c'est que les droits fonciers ne sont qu'un des éléments formant l'ensemble des mesures qui garantissent l'autonomisation économique et sociale des femmes. Ça, c'est une mesure donc, qui garantit donc, la sécurité foncière. Nous avons besoin de politiques et de services d'investigation favorables aux populations pauvres et qui réduisent leur vulnérabilité. Voilà un peu ce que j'ai retenu pouvant être important à partager avec vous. Et je vous remercie. Muchas gracias, Lala, por tu compartir. Rescato, bueno, muchas cosas interesantes de las que has dicho, ¿no? Pero qué importante ese seguimiento en la ejecución también, ¿no? De, bueno, pues las políticas públicas que estamos lanzando, ¿no? O que estamos apoyando para lanzar. Ese apoyo jurídico, ¿no? También para ese conocimiento de las leyes. Creo que también que es como muy necesario, ¿no? Para tomar esa conciencia de los derechos. Y ya sin más, voy a dar la palabra a Ifanis para que pueda también compartirnos su experiencia desde Haití. Encore une fois, je pense que cette fois-ci, je vais aller un peu plus rapide et peut-être que on a des expériences un peu similaires dans notre cas, mais en Haïti, c'est un peu complexe cette question, puisque ce sera à partir, en fait, avant, même si un parent laisse la terre à une femme, elle doit avoir l'autorisation de son mari pour faire quoi que ce soit avec la terre. Que si elle veut vendre cette terre, elle doit avoir l'autorisation de son mari par écrit pour qu'elle puisse avoir le droit de vendre cette terre ou de planter quoi que ce soit. Donc, ce sera à partir de 1982 qu'on a retiré cette loi disant que que ce sera aux hommes de donner sa signature pour que les femmes puissent avoir
pleinement le droit de décider de leur bien. Donc, par rapport à cette question, disant que par rapport à la sécurité juridique des terres pour les femmes et la résilience sur le changement climatique, en Haïti, il n'y a pas vraiment de loi sur cette question. Et donc, c'est tellement complexe que actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement, on n'a pas de Sénat, on n'a pas de gouvernement. Et en Haïti, mais la dernière gouvernement qu'on a, on n'avait pas vraiment de représentation féminine dans le chambre du Sénat. Et dans la Chambre des députés, il y avait seulement 5 femmes sur 80 hommes, alors que la Constitution haïtienne établit un principe de quota d'au moins 30%. Donc, dans cette question, je pense qu'il est important que des instruments légaux puissent être définis les modalités d'application de cette question de quota. Il est aussi important d'appliquer des dispositions législatives déjà initiées par le Parlement et le gouvernement d'Haïti. Comme en Haïti, on a 60% des familles monoparentales. Donc, on a beaucoup de géniteurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, on avait une loi sur la question de loi sur la paternité et mettant accent aux hommes de prendre en charge leurs enfants. On a question aussi de la loi sur la maternité et la filiation et la loi sur les conditions du travail domestique. On a aussi des lois sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, et aussi le quota genre de 30% minimum prévu dans la Constitution. Mais je pense qu'il faut, j'espère, et que dans la nouvelle gouvernement, dans le nouveau gouvernement qui va être sur le pouvoir, peut-être bientôt, parce que actuellement on a une question d'insécurité grave en Haïti, la question de kidnapping, l'instabilité politique qui fait que jusqu'à maintenant on n'a pas de gouvernement depuis la mort du président, et ça fait déjà 2 ans. Donc, et je pense que la situation des femmes en milieu rural surtout est particulièrement difficile, alors que leurs apports dans l'économie nationale est fondamental dans le milieu rural haïtien. Et je pense que cette partie a été négligée par les autorités. Pourtant, majoritairement, l'agriculture, ou bien je peux dire, repose sur les femmes qui non seulement travaillent jour et nuit dans les champs, mais aussi qui transportent les produits des récoltes au marché. D'ailleurs, on les appelle, ces groupes de femmes qui transportent les produits agricoles sur le marché, les Madame Sarah en Haïti. Et donc, je pense qu'il est important de militer en faveur de réformes politiques qui peuvent améliorer l'accès à la terre des femmes et à Alianza, bien sûr. Ce qu'on fait dans le projet, c'est que on sensibilise beaucoup, et les tribunaux, je pense qu'on promouvoit, on fait la promotion de la participation égalitaire des femmes et des hommes dans les programmes, et surtout dans la question d'accès à la terre. Et actuellement, on fait des activités de sensibilisation sur la masculinité positive et le genre, où on essaie de
faire la promotion de changement de mentalité des hommes par rapport à la manière dont dont les garçons voient leurs femmes. Et je pense que aussi c'est important qu'on essaie d'améliorer l'éducation des femmes, leur connaissance des questions juridiques. Et comme ça, on peut faire entendre leur voix pour contribuer à améliorer leur accès à la terre. Et il faut aussi sensibiliser les tribunaux fonciers, les médias et les autorités gouvernementales décentralisées sur l'importance des droits des femmes à la terre et que c'est aussi important. Et je pense aussi que c'est important de renforcer les capacités des femmes parce que comme ça, ils peuvent avoir la responsabilité de demander, de participer et de prendre des décisions leur concernant. Et je pense que aussi il faut renforcer, faire respecter les droits fonciers en Haïti et peut-être dans le nouvel gouvernement, c'est demander de voter des lois en faveur des femmes sur cette question. Surtout, les femmes doivent prendre part à la prise de décision au niveau national et local concernant l'allocation des ressources aux initiatives liées au changement climatique parce que c'est une question qui touche le monde et surtout en Haïti. Je pense aussi qu'il faut intégrer diverses perspectives de genre dans les politiques et tous les programmes durables de réduction et des risques climatiques et environnementaux et des catastrophes aussi. Donc, pour Haïti, on essaie de faire de notre mieux, soit dans les activités et qu'on a sur le terrain. Surtout maintenant, on a un nouveau projet dans une autre commune. Donc, on va avoir aussi cette partie qu'on donne accès à la terre aux femmes. Donc, c'est une question un peu complexe et faire qui peut faire même détruire une famille entière parce que pour les hommes que c'est interdit que les femmes ont cet accès. Donc, je pense que en Haïti, et pour diverses organisations et travaillent sur la question de promotion aux femmes à la terre et aussi d'essayer de regarder quelles solutions elles peuvent trouver pour atténuer l'impact que ça peut donner. Et je pense que les répercussions du changement climatique, ça peut amplifier les inégalités entre les sexes. Donc, j'espère que très bientôt, on pourrait avoir certains changements au niveau du gouvernement, au niveau du pays, et ce qui peut améliorer sur les menaces qui pèsent aux femmes sur leurs moyens de subsistance, leur santé et sécurité. Donc, je pense que c'est ça. Muchísimas gracias, Ifanis, por tu intervención. Creo que las tres habéis compartido pues, información súper interesante y valiosa. Rescato de lo que comentabas, ¿no? La representación también, ¿no? Algo que has añadido tú aquí al final, de qué importante también que es eso, que podamos participar y que podamos estar representadas, ¿no? En diferentes instituciones para que nuestras voces pues, puedan ser escuchadas, ¿no? Y también las sinergias, ¿no? Y las redes entre las diferentes asociaciones, organizaciones, defensoras, que bueno, que podamos seguir tejiendo realmente esa militancia y poder seguir incidiendo en estas políticas públicas. Gracias, Ifanis, gracias, Lala e Isabel, realmente por vuestras valiosas intervenciones.
Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Nos vamos a quedar sin traducción simultánea, pero sí que me gustaría pues dar ese pequeño momento a comentarios, preguntas, también entre vosotras tres o con los participantes también. Si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentar algo, por favor, es el momento. Est-ce qu'il est... Regardez le chat. Il y a une question, il y a des questions, je pense, dedans, ou bien? J'ai vu tout à l'heure Lala quelque chose en Perfecto. espagnol, mais je n'ai pas compris. Fantástico, Lala. Te traduzco. Nos preguntan, bueno, te leo. Nos pregunta Jessica que hubo un momento que usaste la palabra, bueno, usaste la frase de militante de derechos humanos, que no sabíamos si era un tema de la traducción, pero ¿a qué te referías con la militancia, ¿no? Ah, en droit humain, c'est militant des droits de l'homme, c'est des militantes de tout ce qui est inscrit comme droit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, certainement que vous connaissez bien, et dans tous les pactes internationaux de droits de la personne humaine, si je dis droit humain. Et je pense que la question, par exemple, de la sécurité alimentaire, la question aussi du droit à la propriété est une question des droits humains, c'est-à-dire de la propriété en général et de la propriété foncière aussi, c'est quelque chose, c'est-à-dire tout ce que l'être humain devrait avoir comme droit pour préserver sa dignité, donc dans sa vie, sa protection. Donc moi, je milite pour ça. Maintenant, j'ai un aspect particulier de ces droits humains, c'est les droits de la femme et des enfants. Et je pense que le fait que la femme au niveau rural, l'agricultrice, la femme paysanne ait accès à la sécurisation juridique du foncier qu'elle a, et c'est un droit, comme elle a droit à avoir sa maison et avoir des papiers pour sa maison. Elle a droit à avoir ses animaux et avoir un papier pour ses animaux. De ce même droit, elle a droit aussi à avoir de la terre et la cultiver cette terre et en faire vraiment ce qu'elle veut pour elle. Alors qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens que je me suis intéressée moi-même vraiment à cette question foncière. Je ne sais pas si je réponds à cette question. Peut-être que c'est un problème de traduction espagnol-français, mais on appelle droit de l'homme. Droit de l'homme. Moi, je n'utilise jamais droit de l'homme parce que je vois l'homme en tant que masculin et je dis droits humains, pour les droits de tous les humains, hommes, femmes, jeunes, enfants et tout. Voilà, je ne sais pas si je réponds à sa question, mais si encore elle veut. Creo que sí, a no ser que... Exacto, Jessica, no sé si quieres abrir el micrófono e intervenir. ¿O has servido la respuesta? Sí, gracias por la respuesta. Creo que es un asunto de la traducción de idiomas. Es que nunca había escuchado a alguien que ha dicho militante, entonces quería saber si hay algo más detrás, pero no creo. Muchas gracias, Jessica, por tu intervención. Y bueno, no sé si algo más, algunas de las compañeras a lo mejor de Alianza, vuelvo a decir, alguna de las ponentes, si queréis cerrar con algo muy, muy, muy cortito, porque ya tenemos que terminar. Hola. Yo quería, pues me parece, pues, como el proceso de tenencia de la tierra en cada uno de los países, a pesar de que, digamos, las desigualdades estructurales, ¿no? De desigualdad entre hombres y mujeres, pues persisten en todos los países. Sí hay sí hay algo que veo en los tres, y es como que a pesar de que existan las leyes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en España, de que
tengas el derecho, de que las mujeres tengan el derecho a acceder a la tierra legalmente, no significa que lo hagan, ¿no? Y que definitivamente tiene que ver con esa desigualdad estructural que tenemos que seguir combatiendo, ¿no? Como feministas y como mujeres, pues estar pendientes de, de esto que nos atraviesa a todas y que hace que a pesar de que las leyes están, no podamos acceder a la tierra, ¿no? No, claro, es que en la Comunidad Valenciana hay muchas explotaciones que las titulares eh, son las mujeres, pero son por motivos fiscales, porque a lo mejor al hombre pues no le viene bien que refleje Claro. en su renta ciertos ingresos o eso, y tienen a la mujer, o como socias de cooperativas, tienen a la mujer, pero realmente la mujer es solo la titular, porque verdaderamente el que ejecuta tanto el trabajo como todo lo demás es el hombre. Eso sí que es una realidad, que lo he comentado, que aunque hay muchas explotaciones que las titulares son las mujeres, al final no son las mujeres las que se dedican a ella. Muchísimas gracias, compañeras. Creo que estáis totalmente en lo cierto. Al final es mucho más que legislar, ¿verdad? Que lleguemos a una equidad y lleguemos a tener la igualdad de derechos. Pero bueno, os agradezco el trabajo que estáis haciendo cada una de vosotras, realmente. También querría rescatar que es eso, que para mí el trabajo finalmente que hacen las agricultoras, las productoras, no solamente es eso, ¿no? Es para este sector de mujeres, sino al final que revierte pues, en todas las personas, ¿no? Estamos hablando de la producción y estamos hablando de la alimentación, ¿no? Que es algo que, bueno, que es eso, que es vital. Eh, Así que reitero las gracias por estar aquí hoy. Gracias a las personas también que nos han escuchado. Lo hemos grabado para poder compartirlo, bueno, pues a aquellas y aquellos que no han podido venir y estén interesados. Y bueno, espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Gracias a todas. Gracias a vosotras. Gracias. Merci et bye bye à vous.